Le cas d'Eichmann sur lequel vous me consultez est évidemment un cas extraordinaire qui peut être examiné sous des aspects différents et qui pose des questions diverses. Je n'ai pas l'intention d'évoquer tout ce qui est anecdotique dans ce cas, ni même ce qui est personnel, car la personnalité d'Eichmann et les sanctions qu'il peut encourir personnellement ne sont qu'un aspect secondaire de notre point de vue de cette affaire. Le cas d'Eichmann nous replace devant le problème qui a été évoqué après la guerre au cours du procès devant le tribunal international de Nuremberg, c'est-à-dire le problème d'un élargissement de la conception de justice, un élargissement international de la justice qui naturellement implique un élargissement international de la répression. À ce point de vue, le cas d'Eichmann n'a pas été traité à Nuremberg. Je ne sais pas s'il l'aurait été étant donné ses fonctions. Nous avons vu souvent paraître son nom dans les documents de l'époque. Depuis, Eichmann a été arrêté dans des conditions particulières, puisqu'il a en quelque sorte été saisi directement par les représentants de l'État israélien. C'est une procédure qui en soi n'est pas une procédure régulière, mais qui se présente dans une matière où il n'y a pas de procédure régulière, puisque c'est une matière nouvelle. Et nous savons qu'à l'origine du droit, dans la procédure, c'était le créancier qui arrêtait lui-même la personne du débiteur, qui s'en saisissait par la manus à injection. Après l'arrestation d'Eichmann, se pose une question de compétence, de juridiction. Je vous avoue franchement que j'aurais préféré que ce cas fût évoqué à l'instance d'une juridiction internationale, qui malheureusement n'existe plus. Et à défaut de cette juridiction, il faut bien que ce cas fasse l'objet d'un règlement judiciaire. Car, et ce point est également important, quelle que soit la gravité, quelle que soit la monstruosité et le nombre des crimes commis, quelle que soit même la certitude qui existe actuellement dans le monde entier sur la culpabilité personnelle de Eichmann, cependant, toute condamnation exige un procès contradictoire, l'étude des documents, leur analyse et les réponses et les explications de la défense. C'est un des principes de droit sur lesquels nous ne devons jamais transiger. Nous nous trouvons donc dans ce cas vraiment particulier d'une affaire où l'histoire a déjà rendu son jugement et où la justice n'a pas encore rendu le sien, ce qui sera fait prochainement. En parfait homme de loi, le président Faure a situé le cas Eichmann sur le plan juridique général et en a clairement noté les divers aspects. Nous y reviendrons. Mais notre enquête, nous l'avons faite aussi auprès de l'homme de la rue. En Allemagne d'abord, pays d'Eichmann. Les étudiants, trop jeunes à l'époque pour se souvenir d'avoir vécu la fin du régime nazi, qui en ont appris les crimes par les archives ou par leurs parents, que pensent-ils du cas Eichmann? Je dois dire que je regrette infiniment que les kidnappeurs, si vous voulez cette expression-là, n'aient pas exécuté M. Eichmann en Argentine même, car pourquoi faire un procès à M. Eichmann? Pourquoi inviter des centaines de journalistes? Pourquoi faire un procès monstre pour prouver à M. Eichmann ce qui est prouvé depuis 20 ans? À mon opinion, la seule sorte, c'est la mort pour lui, parce qu'il est un des plus coupables du temps de Hitler. Je crois qu'il faut faire le procès à Eichmann devant un tribunal international, parce que tout le monde devrait en apprendre quelque chose. Il faut bien sûr qu'on le juge et qu'on le condamne. Moi, personnellement, je suis contre la peine capitale, je suis contre la peine à mort, mais il faut bien sûr le condamner à prison perpétuelle. Je suis contre la peine de mort, car je ne crois pas qu'un homme soit capable d'exécuter un autre homme, n'est-ce pas? Eichmann est un homme comme il y a beaucoup d'autres. Il est un type dangereux, bien sûr, mais il est un type de fonctionnaire administratif et qui avait rempli ses missions indifférentes, peut-être. À mon avis, il devrait avoir son jugement, mais pour des raisons juridiques, il devrait avoir son jugement en Allemagne, parce qu'il est un sujet allemand, ou en Pologne ou en Hongrie, où il a commis ses crimes. Jérusalem, rue de Jaffa, 6 avril 1961, 12h15. Il nous aura suffi de 3h30 d'avion pour être en Israël. Nous allons poursuivre notre enquête. Les petits vendeurs de journaux se sont précipités vers la voiture qui apporte de Tel Aviv la dernière édition d'un important quotidien fraîchement sorti des rotatives. Les passants, comme ces gosses, attendent le journal.
avidité coutumière de l'homme moderne. Et pourtant, il ne contient rien de particulier au sujet du procès Eichmann. En Israël, on est un peu là, un peu inquiet au sujet de cette affaire. Elle va réveiller trop de souvenirs atroces. Elle a déjà créé des divergences d'opinion. Et sur un plan d'abord, l'État d'Israël a-t-il le droit juridique d'intenter un procès à Adolf Eichmann, de le soustraire à un tribunal international? Monsieur Gideon Hassid, adjoint au procureur général de l'État, porte-parole du ministère israélien de la Justice, nous a accordé une interview exclusive. Il répond à notre première question. Le peuple juif en Israël estime qu'il a le droit d'intenter un procès contre l'homme qu'on accuse d'avoir tué 6 millions de juifs, c'est-à-dire un tiers du peuple. Comme les Alliés ont eu le droit de poursuivre en justice les criminels de guerre à Nuremberg en 1946, aussi les Juifs en Israël pensent qu'ils ont le droit de poursuivre en justice les nazis, leurs oppresseurs, selon leurs droits. Attentats ou des crimes contre l'humanité qui dépassent l'entendement humain, qu'il est nécessaire de poursuivre et de condamner leurs auteurs, non seulement en vertu d'une jurisprudence établie, mais selon les notions universelles de justice admises par tous les peuples civilisés. Cette déclaration, comme toutes celles qui vont suivre, nous vous la donnons à titre documentaire. Tel l'homme de la rue, à vous de vous faire une opinion. Mais ouvrir un tel procès signifie tout de même créer un tribunal d'exception. Pourquoi? Maître Zoupak, avocat à la Cour suprême, un des maîtres du barreau israélien, nous le dit. Depuis 1954, la peine de mort a été abolie en Israël, sauf pour les cas d'atteinte à la sécurité nationale et pour crimes commis par les nazis et leurs assistants. Il semble normal que face à cette première affaire concernant des crimes nazis punissables de mort, le Parlement israélien ait cru nécessaire de faire modifier la loi sur la composition des cours d'assises en les faisant présider par un juge de la Cour suprême qui en augmentera le prestige. Il est important de souligner que ce tribunal d'exception ne s'applique pas uniquement au cas Eichmann, mais à toutes les affaires où la peine de mort subsiste, c'est-à-dire en cas de crime nazi et d'atteinte à la sécurité nationale. Étant donné la censure militaire qui existe en Israël, il faut la rappeler, l'étranger pourra-t-il être renseigné d'une façon complète, impartiale, sur les débats? Fabien Lacombe, président de l'Association des journalistes étrangers en Israël, nous parle. Nous avons pu obtenir qu'à l'occasion de ce procès, la censure militaire soit levée pour tout ce qui concernerait du procès et toute affaire concernant le procès. Naturellement, les Israéliens se sont réservés le droit de conserver la censure militaire pour toute autre nouvelle, incidents de frontières, équipements militaires, etc. Les délibérations du tribunal auront lieu en hébreu. Toujours dans le but d'une information complète et juste, il fallait obtenir encore autre chose. Notre association de la presse étrangère a obtenu que les débats soient traduits en français et en anglais, en dehors de l'allemand et de l'hébreu, qui étaient les langues qui font foi au procès. L'Olivier est la tour de David, construite par Hérode au 1er siècle. Soufflons un peu. Pris dans le tourbillon du reportage, nous allions oublier d'admirer cette image, devenue le symbole de Jérusalem, son emblème. Devant nous, les murs de la vieille cité, dont la quasi-totalité est sur territoire jordanien. Une des 4 portes d'accès à cette cité, celle de Sion, a été murée. Elle marquait dans l'autre sens la sortie, la route vers Jéricho. Dans ce no man's land qui défile au bas de notre image, il y a des ruines, témoins des âpres combats entre Israéliens et Jordaniens. Jérusalem est une ville que l'histoire marque à chaque siècle. En y songeant, nous nous retrouvons face à l'actualité. Il faut maintenant connaître l'opinion de l'homme de la rue sur Eichmann, sur la peine qu'il mérite. Une frontière pour aller planter caméras et microphones dans la rue de Jaffa, la plus passante, à la grande surprise des habitants de Jérusalem qui n'ont guère l'habitude de voir une telle installation.
J'habite en Israël, mais j'ai entendu l'histoire, mais je ne sais pas, parce qu'en ce moment-là, j'étais jeune et je ne me rappelle pas ce qui s'était passé. Maintenant, je vois dans les livres et dans les journaux pour le jugement d'Eichmann. Mais vous allez suivre le procès? Bien sûr. Moi, je veux tuer. Tuer, non? Ton père a subi les camps? Il est mort dans Eichmann. Dans le temps d'Eichmann. Dans le temps d'Eichmann. Ça, c'est une question que je ne peux pas dire, que ça appartient seulement au jugement d'Israël. Mais vous connaissez l'histoire d'Eichmann? Je connais tout le jugement, mais pour dire mon avis, je ne peux pas. Le jugement le prouvera ici en Israël. Vous êtes né ici, monsieur? Je ne suis pas né, je suis de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord. Est-ce que vous avez des parents qui ont souffert dans les camps? Non, non, non. Moi, je pense qu'il doit être condamné ou qu'il le pend ou qu'il le tue par je ne sais pas quoi, mais ils peuvent. Ce que je pense, je crois qu'ils doivent le pendre, la meilleure des choses. Tu es né ici? Moi, non, je suis né à Tunis. Et tu connais bien l'affaire Eichmann? Je connais, ils m'ont raconté, mon père. Moi, mon père, personne de ma famille n'a été touché par lui, mais les Juifs, nos frères, alors ça nous fait aussi la même chose que c'était comme si c'était nous. D'après moi, je suis sûr et certain que le gouvernement et le peuple israélien, le peuple juif, le condamnera juste cause. C'est-à-dire que d'après tous ces crimes, il mérite, mais on ne sait jamais quels seront les résultats. L'idéal de tout Israélien, peuple d'Israël, ce qu'on dit, c'est que Eichmann devra être peiné à peine de mort, non plus et non moins. Moi, je pense qu'il faudrait absolument le pendre. Et tout ce qui ressemble à Eichmann ne doit pas exister. Ce qu'il a fait quelque chose d'inconcevable. Et moi, je veux qu'on condamne Eichmann. À mort? À mort. Parce que ce qu'il a fait, c'est mal fait. Il a tué 6,5 millions de juifs. Alors, on doit condamner. Je m'appelle Ibgui Salomon. J'habite Jérusalem. Je serai prêt à être le bourreau d'Eichmann. Le ferme espoir de la condamnation à mort est presque unanime. Mais au moment de l'interview, ces gens ne pensent pas forcément aux conséquences du procès. Faut-il vraiment réveiller d'atroces souvenirs, des souffrances? Le docteur Dvorzhetsky, auteur de 2 ouvrages marquants, Ghetto à l'Est et Europe sans enfants, spécialiste de l'étude des effets tardifs de la déportation, a lui-même passé 2 ans dans le ghetto de Vilna et 2 ans dans les camps. Docteur, quel est votre avis sur l'opportunité d'un tel procès? Moi, je pense que toutes les victimes de tous les peuples attendent avec grande patience le procès d'Eichmann pour se libérer des sentiments qui pèsent sur les anciens déportés. Les anciens déportés souffrent des idées qui ne sont pas comprises par la société. Que la société qui n'est pas passée par les horreurs des camps de concentration ne veut pas savoir la vérité sur ces horreurs. À l'horizon, le Grand Rabbinat, bâtiment offert par un roi du pétrole anglais. Il est vu du bout de la rue de Jaffa, à quelques pas de la frontière avec la Jordanie. Dans ces quartiers extérieurs, nous avons interrogé des gens de vive voix, mais sans micro et sans caméra. Nous avons appris des anecdotes sur Eichmann. En voulez-vous une ou deux? L'humour noir ne perd jamais ses droits. Eichmann, par exemple, lave chaque jour lui-même son linge et sa cellule. Le sol fait de planelles, il le nettoie rangée par rangée, suivant l'alignement des planelles. À chaque repas, on lui présente 15 plats. Il en choisit un et les 14 autres sont mangés par ses proches gardiens. De cette façon, si le cuisinier veut empoisonner Eichmann, il sera aussi responsable de la mort de 14 autres personnes. Eichmann subit tous les matins une visite médicale. On dit que ces derniers temps, sa pression artérielle montait. Eichmann ne supporte pas les oignons dans les aliments. Le parcours de sa promenade en plein air est marqué à la chaux. Ses 2 gardiens ont la même stature que lui et portent les mêmes vêtements. Ainsi, en cas de tentative d'enlèvement par hélicoptère, il faudra emporter les 3 personnes. Eichmann vit jour et nuit avec la lumière allumée. Il se rase chaque matin de près. Un journaliste a appelé un jour Eichmann au téléphone, composant le numéro du camp où il est interné. Il lui fut simplement répondu qu'Eichmann était en promenade. À propos de journalistes, combien seront-ils à assister au procès? Question à Fabien Lacombe. Le 11 avril, 375 journalistes étrangers, notamment des Américains, des Allemands, des 2 Allemagnes, des Français,
des représentants de la presse du bloc de l'Est vont assister au procès. Et c'est eux qui vont, puisque dans la salle du procès, il n'y aura pas, à vrai dire, l'homme de la rue. L'État israélien prend à sa charge tous les frais du procès, y compris les honoraires, quelques 100 000 de nos francs, de l'avocat serveur de l'accusé. Autrement dit, c'est cet homme de la rue, tenu hors des salles d'audience, qui paiera. Peut-on déjà citer un chiffre? Ce fut notre troisième question à Fabien Lacombe. Eh bien, d'après les estimations faites récemment, 1 million de dollars ont été investis pour la préparation de ce procès. Aussi bien la construction de les responsables du procès ont participé à l'achèvement de cet immeuble qui lambinait depuis 2 ans. Et puis aussi frais d'installation télégraphique, téléphonique, traduction des textes. Uniquement la traduction des textes en français et en anglais va coûter près de 30 000 dollars. L'idée déjà mûrie dans les camps de créer en Israël une œuvre centrale pour perpétuer la mémoire des victimes du nazisme a trouvé sa réalisation dans la construction de cet immeuble, Yad Vashem, l'institution du souvenir plantée sur l'une des collines de Jérusalem. L'une de ses tâches est de constituer les dossiers des criminels de guerre nazis. Elle possède tous les documents sur les débuts et les progrès de l'antisémitisme. Cela pourrait déjà être l'objet d'un documentaire. Elle réunit aussi bien des culpabilités que d'innocence, recherche des témoins, fournit des documents aux tribunaux. Adolf Eichmann y a sa fiche et son dossier. Nous avons pu jeter un coup d'œil sur 2 photocopies de documents révélant l'activité d'Eichmann. Celui-ci, signé von Taden, transmet des instructions formelles d'Eichmann concernant un échange. 5 000 enfants juifs contre 20 000 soldats allemands internés. Cet autre, adressé par Eichmann au ministère des Affaires étrangères allemand, demande d'empêcher à tout prix le passage à travers la Turquie d'Israël. Si un journaliste a connaissance de ces documents, il n'a pas le droit de les commenter. La loi israélienne, directement copiée de la loi anglaise, est formelle et un terme latin sous-entend ce silence obligatoire qui a empêché aussi bien le procureur de la Cour qui jugera Eichmann que son avocat de parler. Sub judice. Que signifie ce terme? Nous l'avons demandé à M. Hassid, qui est, rappelons-le, adjoint au procureur général de l'État. Sub judice signifie que toute chose, n'importe quel document, photo, opinion dans la presse ou fait qui pourrait influencer le juge sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé doivent être gardés secrets jusqu'à l'ouverture des débats et surtout à l'égard des juges. D'autre part, dès l'ouverture des procès, il est interdit de publier quoi que ce soit sur le déroulement futur d'un procès, d'anticiper, de révéler des faits qui n'ont pas encore été présentés. Et que ces faits peuvent influencer les juges, autrement dit, qui pourraient porter préjudice à l'accusé. Image caractéristique mais rare en Israël qui nous fait penser à un autre point de tout ce problème juridique. Quelles sont précisément les caractéristiques principales de ce tribunal d'exception? Une fois encore, question posée à Maître Zoupak. Primo, elle est composée de 3 magistrats, dont 2 choisis parmi les juges des tribunaux d'arrondissement, qui est membre de la Cour suprême. Il n'y a pas de jury, cette institution n'existant pas en Israël. Secondo, la loi s'appliquant à ce tribunal d'exception a apporté certaines dérogations à la procédure criminelle usuelle, dont interdiction de constitution de partie civile et pouvoir du tribunal, en cas d'aveu de l'inculpé, de continuer la procédure comme si l'inculpé n'avait pas avoué. Par ailleurs, conformément à la procédure criminelle israélienne, l'interrogatoire des témoins est principalement entre les mains des avocats des parties, qui jouissent toutes deux des mêmes droits
La défense ayant en plus le privilège de la dernière réponse. Le nom d'un avocat à peine prononcé à Nuremberg est devenu célèbre dans le monde entier, celui de Servatius, défenseur d'Eichmann, que celui-ci a choisi sur le conseil de son frère, avocat lui-même. Nous avons posé à un jeune juriste de Jérusalem, Kurt Frost, cette question. Quelle impression vous a fait l'avocat Servatius ici en Israël? La première impression que nous avions du docteur Servatius, l'avocat d'Eichmann, était peut-être un peu trompeuse. Il descendait un de ces soirs de son avion de l'IDA, un petit bonhomme gros, avec un chapeau feutre, avec des joues joufflues, avec des lunettes, et il avait l'air d'un vieux oncle, d'un vieux pépère très commode et très agréable. Mais bientôt, nous avons vu exactement à qui nous avons affaire. Un des avocats peut-être les plus rusés, les plus habitués à ce sorte de procès. En effet, Servatius, à la cour de Nuremberg, qui eut, sinon des victoires spectaculaires, tout au moins, il a eu dans certains droits plus ou moins importants raison. Et ce sont en général ces versions traduites en anglaise qui ont été admises à la cour pendant les tribunaux américains. Ainsi ici, après les premiers contacts qu'il a eus avec les autorités israéliennes, on a bien vite compris qu'on a affaire ici à, certainement pas à quelqu'un de commode, mais à quelqu'un qui n'évitera aucune chose qui pourra lui aider à comprendre. C'est cela que nous pensons que très certainement pendant la cour du procès Eichmann, Servatius nous réservera encore pas mal de surprises. Que l'avocat Servatius soit procédurier acharné ou non, peu importe. Ce qui nous paraît par contre intéressant est de savoir si, après la condamnation, quelle qu'elle soit, l'accusé aura droit de recours. Maître Zoupak répond. Le jugement de la cour d'assises n'est pas final. En cas de condamnation, Eichmann pourra en appel par devant la Cour suprême. En outre, des recours en cassation sont possibles ensuite si l'arrêt de la Cour suprême contient des décisions de principe apportant des éléments nouveaux, compliqués ou ayant une importance juridique d'ordre général, ainsi que dans le cas de découverte de faits nouveaux. Au juste, quelle impression fait le prisonnier Eichmann? À part ses gardiens, peu de gens l'ont approché ou simplement vu de loin. Depuis son transfert en Israël, il vit dans le camp Yar, camp de Mai, près de Haïfa. Chaque 15 jours, ainsi le veut la loi israélienne, les raisons de la prolongation de sa détention lui sont données. Cette procédure se fait en présence de témoins chargés de traduire en allemand la demande de la police et la réponse du juge. Nous avons pu, à titre exclusif, questionner un de ces témoins, Abraham Haron, plus connu sous le pseudonyme de Marco, du fameux bureau 06. Il raconte en allemand sa rencontre avec Eichmann. Une porte latérale s'ouvrit et Adolf Eichmann, accompagné de 2 gardiens, entra dans la pièce. Ils s'arrêtèrent au milieu. Eichmann s'inclina légèrement, puis l'officier de police se leva et soumit au juge la demande de maintien de prolongation de 15 jours de l'incarcération d'Eichmann, l'enquête n'étant pas terminée. Weitere 15 Tage zu verlängern, da die Polizei mit der Voruntersuchung noch nicht fertig wäre. Dieses wurde auf die Anweisung des Richters. Sur demande du juge, ceci fut traduit à Eichmann, puis le magistrat lui demanda s'il avait quelque chose à dire. Sa seule réponse fut un faible non, accompagné d'un hochement de tête. Schwachen Nein und begleitet von mit einem leichten Kopfschütteln. Le juge lui communiqua alors sa décision. Il accédait à la demande de la police. Ce qui fut aussi traduit en allemand aux prisonniers. Tout était terminé et Eichmann fut emmené par ses 2 gardiens. Avant de quitter la pièce, il refit une légère révérence au juge. Eichmann m'a fait l'impression, à moi qui le voyais pour la première fois,
d'un homme ayant en quelque sorte fait la paix avec son destin, d'un homme qui n'en attend plus grand-chose. C'est l'impression que j'ai eue, que l'on peut avoir après ces quelques courts instants. Jedenfalls, so war der erste Eindruck, den Eindruck, den man in einigen Momenten bekommen konnte. Ce bâtiment assez lourd, le Beit Ha'am, ou Maison du Peuple, est situé non loin du Knesset, siège du gouvernement. Avant d'avoir été achevé, il n'aura donc pas rempli sa mission première, qui était d'être un théâtre. Il se trouve présentement entouré d'un treillis haut de plus de 3 mètres, et jour et nuit des policiers en surveillent les abords. C'est le tribunal dans lequel se déroulera le procès Eichmann. 4 entrées permettent de passer à l'intérieur de l'enceinte de treillis. Cette entrée-ci est la plus importante et, si l'on peut dire, la plus fréquentée. Elle donne accès direct aux cabines dans lesquelles tout visiteur est fouillé ou sera fouillé à chacune de ces entrées. Les reporters et journalistes ont leur machine à écrire ou enregistreur 24 heures avant l'ouverture du procès. Ils ne pourront pas les ressortir aussi longtemps qu'ils reviendront assister au débat. Cette fouille n'est pas une plaisanterie, vous le comprendrez aisément. Il ne saurait être question de laisser passer le moindre objet suspect. Toutes les mesures sont prises afin qu'il soit impossible d'attenter à la vie d'Eichmann. C'est par une porte latérale que nous verrons tout à l'heure que les journalistes parviendront à la salle de presse, au bureau de poste, à la salle des téléscripteurs, etc., installés au sous-sol. Nous voyons au fond précisément cette porte. Quant à cette triple porte, elle est l'entrée principale du bâtiment. Inutile d'espérer la voir de face dans sa totalité, car elle est cachée par des arbres et un bâtiment assez laid, la cantine, qui est depuis longtemps le club des officiers israéliens. Passons à l'intérieur, la salle est élégante et vaste. Elle contient 750 places, dont 500 au parterre. Les 5 premiers rangs seront par la police israélienne, les autres sièges par la presse étrangère. La scène a été transformée en tribunal. Il s'agit d'une réplique exacte tenant compte de toutes les dispositions imposées par la loi, afin qu'aucune futilité ne vienne soulever un incident d'audience. Par exemple, le sol a été recouvert d'une moquette rouge, couleur qu'imposent précisément ces dispositions. À la galerie, les 2 premiers rangs seront occupés par les représentants du corps diplomatique. Derrière eux, et occupant les autres sièges, les délégués des associations d'anciens déportés. À droite de la scène, toujours sur la galerie, les cabines dans lesquelles prendront place les traducteurs officiels. Revenons au podium. Face à nous, les sièges du tribunal. Au centre s'assiera M. Moshe Landau, président, né à Danzig. À sa gauche, il aura M. Rave, né en Allemagne, et à sa droite, le docteur Halevi, également né en Allemagne. Tous 3 sont établis en Israël depuis 1933. Et voici, vue également de la galerie latérale, la cabine dans laquelle prendront place Eichmann et ses 2 gardes. On sait qu'elle est en verre et fut soumise. Dans le trou à gauche de l'image, vous apercevrez peut-être une caméra TV. 2 autres caméras, dont nous verrons les cachettes, enregistreront les débats. Ils seront diffusés dans une autre salle à l'intention du public et en même temps pris sur film, à l'intention des TV et des journaux d'actualité filmés. Tel un passe-muraille, Eichmann entrera et sortira par cette porte, laquelle communique directement avec sa cellule, aménagée dans le sous-sol. Il ne quittera jamais le bâtiment durant le procès. Le président et les 2 juges dominent donc le podium et le parterre. Dans ce box, en haut de l'image, siégera le secrétaire. Un peu en dessous de lui, la barre des témoins. Plus en avant encore, la table du procureur. Premier plan d'image, le box de l'interprète, et plus bas, à côté du procureur, s'assiera l'avocat Robert Servatius, défenseur d'Eichmann. Ils seront voisins. Et nous retrouvons la cabine qui, de ce côté-ci, du côté des juges, n'est pas vitrée. Eichmann aura sans cesse sous les yeux l'emblème d'Israël, le chandelier à 7 branches. Que se passera-t-il demain lors de l'entrée d'Eichmann dans cette salle? On s'attend à beaucoup de dignité de la part de ceux qui y seront présents. La justice doit pouvoir être faite dans l'ordre et le calme. Dans 8 heures environ, Eichmann s'assiera sur cette chaise. Dès lors, ce seront les juges qui seront les comptables de ces actes.